Salut à tous, alors j'ai eu la chance d'avoir pas loin de chez moi une avant-première pour Ghostbusters Afterlife ou SOS Fantôme l'héritage, qui est le troisième volet de la saga, un troisième volet tant attendu, en tout cas par moi, parce que et beaucoup de personnes, beaucoup de fans j'imagine, beaucoup de jeunes qui ont grandi dans les années 80-90 et qui ont grandi du coup avec les cassettes vidéo de SOS Fantôme, aussi le dessin animé, etc. Bon, les films en particulier, forcément, j'ai jamais considéré que les dessins animés, voilà, même si je regardais, j'ai jamais considéré que c'était vraiment SOS Fantôme. Enfin bref, du coup, j'attendais ça avec impatience et comme beaucoup, et c'est jamais venu finalement ce troisième épisode, puisque beaucoup de tentatives ratées, et puis Bill Murray voulait jamais le faire, ils avaient une mauvaise expérience avec Ghostbusters 2, ils n'étaient pas fiers du film, alors que finalement, enfin, en en le revoyant encore tous les ans ou l'ayant revu récemment, je vois pas quel est vraiment le problème avec Ghostbusters 2. C'est pas comme si le premier était un chef-d'œuvre du cinéma non plus. Ça reste bon enfant, c'est pas aussi bien que le 1, mais il reste quand même sympathique. Et donc on attendait évidemment un troisième film qui n'est jamais arrivé. En plus, Bill Murray et Harold Ramis, qui était le scénariste du coup des Ghostbusters et qui jouait Egon Spengler, ils s'étaient brouillés après avoir tourné ensemble. Harold Ramis avait réalisé Un jour sans fin et apparemment du coup leur relation n'était pas au beau fixe pendant des années, ils se sont vraiment pu parler et puis après il y a eu plusieurs tentatives de scénario, c'est tombé à l'eau, etc., etc., et finalement ils sont passés à autre chose et Harold Ramis nous a malheureusement quittés. Et du coup, il y a eu ce fameux reboot avec toute l'équipe féminine, qui n'était pas, c'était pas le mauvais film, la purge qui a été annoncé et qui est sorti. Il était plutôt sympa, mais en fait, il n'était pas exceptionnel et surtout, pour moi, il n'avait pas de sens en fait dans l'idée que ils ont simplement rebooté, ils ont fait comme si les Ghostbusters n'existaient pas et ils ont fait un remake finalement du premier et plutôt que de continuer dans le même univers, ce qui est un peu étrange et c'est ça qui m'embêtait le plus surtout, c'est que pourquoi refaire le même film avec des éléments un peu plus modernes alors que le premier film c'est un classique et que c'est ce qui intéresse les fans, c'est de voir la suite de ce film-là, de rester dans cet univers et pas de l'effacer, de le remplacer par un autre. Donc pour moi, il n'avait pas trop de sens ce reboot, ce remake finalement, Ghostbusters de 2016. Et voilà. Et du coup, ce film Ghostbusters Afterlife, SOS Fantôme l'héritage, est réalisé par Jason Reitman, qui est le fils d'Ivan Reitman, qui est le réalisateur des deux premiers Ghostbusters et qui est Jason Reitman et peut-être même je dirais éventuellement un meilleur réalisateur que son frère. En tout cas, il joue pas dans la même cour en tout cas parce que Ivan Reitman avait réalisé principalement des bonnes comédies populaires, alors que Jason Reitman est plus dans la comédie dramatique ou voire le drame. Il y a toujours des éléments un peu comiques dans ces films. Hein. Moi j'ai adoré Juno, Thank You for Smoking ou Up in the Air, mais on est vraiment dans plus le développement des personnages et puis avec des touches d'humour, mais des situations dramatiques et des choses comme ça. Donc j'aime beaucoup ce que fait Jason Reitman et je suis très content d'apprendre que c'est lui qui allait réaliser finalement le troisième film de la saga qui est de la suite de Ghostbusters 2 finalement. Et parce que Jason Reitman a grandi, enfin c'est un enfant aussi de l'univers Ghostbusters, mais il n'a pas eu la même expérience que la plupart d'entre nous. Lui, il a grandi sur le plateau de SOS Fantôme, et finalement, il a vu comment se faisaient les films, comment était l'ambiance, il avait un certain regard, lui, qui était peut-être un peu trop jeune pour comprendre tout ce qu'il faisait en termes d'humour et de choses comme ça, mais en tout cas, il baignait dans cette mythologie, j'imagine, voilà, de
de gadgets et de trucs fantastiques et de fabrication de films et d'événements, de choses comme ça. Et qui mieux finalement que Jason Reitman pour prendre la suite finalement de son père. Et en fait c'est ça, c'est que Ghostbusters, même le film, c'est très méta parce que c'est une affaire de famille en fait. C'est le fils réalise le prochain film de la saga, il reprend l'affaire familiale, et c'est un peu ce qui se passe dans le film aussi. On a les descendants de Egon Spengler, du coup, qui reprennent plus ou moins l'entreprise familiale d'une certaine manière. Alors, le film, au départ du film, alors Egon disparaît, il a disparu, et on apprend qu'en fait, il avait coupé les ponts avec tout le monde, et sa fille, qui est adulte maintenant et qui a 2 enfants, du coup, et donc les petits-enfants de Egon, elle est fauchée, et finalement, ça tombe bien que Egon soit mort, puisque elle hérite finalement de sa maison, et du coup, ils sont obligés d'aller s'installer là-bas, parce que c'est juste à ce moment-là, ils se font expulser en plus de de leur appartement, parce qu'elle n'a pas de quoi payer les factures, etc. Et donc, elle pense hériter quand même d'un minimum de quelque chose, et finalement, ils arrivent, et puis c'est une bicoque dans l'Oklahoma. Alors déjà, c'est une petite ville un peu paumée, mais en plus, lui habite encore plus à l'écart de la ville, une genre de ferme abandonnée, comme ça, avec une maison qui fait peur, qui fait maison hantée. Et du coup, elle hérite de ça. Et ils sont obligés de s'installer là, malgré tout, avec les 2 enfants. Et, et du coup, et on apprend aussi à travers, quand ils arrivent là, parce qu'elle n'a plus de nouvelles de son père, pareil, elle lui en veut d'ailleurs, il s'est jamais occupé d'elle, elle s'en fout de lui, de Egon, etc. etc. Les petits-enfants l'ont jamais connu non plus, et voilà, mais ils découvrent le monde de Egon Spengler dans cette vieille bicoque, et qu'on découvre qu'il était en fait plus ou moins le fou du village dans cette petite ville d'Oklahoma. Et et du coup la question c'est qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi tout seul? Pourquoi isolé? Pourquoi qu'est-ce qu'il faisait comme expérience? On se doute bien qu'il y avait un rapport avec les fantômes et des choses comme ça, mais pourquoi? Et du coup on comprend les choses au fur et à mesure assez rapidement à travers ce que vont découvrir finalement quand ils vont fouiller la maison, la grange, des choses comme ça, les petits enfants. En particulier Phoebe, la plus jeune du coup, qui est la digne héritière de Egon Spengler. C'est une petite génie à fond dans la science et tout. Et tout, elle est super éveillée, et puis elle est déjà un peu on va dire. Elle répare tout, elle est inventeur, elle est tout ce qu'on veut. Et c'est un petit génie introverti qui a du mal à exprimer, à se faire des amis ou à exprimer ses émotions aux gens. Elle est socialement un peu inadaptée, exactement comme Egon l'était. Du coup, le côté un peu je suis à part, j'ai l'impression de ne pas avoir d'émotion, mais en fait j'intériorise à fond. Et qui est tout le contraire de son grand frère, qui est en pleine adolescence et qui a 15 ans. Et qui a la grande gueule plus ou moins, qui essaye lui directement de se faire des amis par contre, et ça marche un peu mieux pour lui du coup. Et on suit du coup davantage Phoebe, la gamine du coup à la découverte du passé en fait de son grand-père. Et c'est pour nous, en fait, c'est le petit voyage nostalgique, pour ceux qui connaissent. Alors, pour ceux qui découvrent, parce qu'on peut très bien voir le film sans avoir vu les autres, et ça peut donner envie de voir, du coup, les autres films. Du coup, ça donne un mystère aux nouveaux spectateurs. Mais pour ceux qui connaissent, c'est un petit voyage dans le passé, c'est la nostalgie, et c'est justement, le film est entre hommage et fanservice. Et ce que j'ai adoré par rapport à ça, c'est qu'on redécouvre justement, et ça fait pas genre uniquement fan service, tiens, et tu veux voir un pack proton, voilà un pack proton, tu veux voir un piège, voilà un piège, tu veux voir Ecto One, tiens, voilà Ecto One, puisque ça ils nous l'ont déjà montré dans les bandes annonces, et puis on les connaît, ça fait partie, je veux dire, des films, tout le monde connaît tout ça, mais c'est la manière dont ils sont présentés, la manière dont Phoebe les découvre en fait, c'est vraiment, ils auraient pu rater ça, et en fait c'est quelque chose que j'attendais pas du tout, et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché et que je trouve qui est très réussi, c'est-à-dire on redécouvre en fait, on croit qu'on connaît le pack proton, le piège, on connaît la mythologie et tout, et ben on la redécouvre à travers les yeux de cette gamine qui n'y connaît rien, et en fait on est de nouveau, on est comme des enfants finalement, et
on les redécouvre comme on les a jamais vus en fait. C'est-à-dire, il y a vraiment, Jason Reitman a vraiment pris le temps de, on l'accompagne, elle va, par exemple, un pack proton, elle va l'observer sous toutes les coutures, elle va l'ouvrir, elle va observer dedans. Le piège, c'est pareil, on les a jamais vus, les objets, les gadgets, on n'a jamais vu aussi, on n'a jamais été aussi proche finalement de ça. Même dans, alors, on a vu les films 1000 fois, le 1 et le 2, etc. Ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça, mais ils ont jamais. Les affaires sont là en gros. Le pack proton est là. Ils n'ont jamais été filmés d'aussi près, avec autant de détails où on nous montre, où ça fait vécu et ça fait vrai et ça fait réaliste. Et ça fait quelque chose du passé qu'on redécouvre finalement, mais comme si on les avait jamais vus. Et c'est vraiment, c'est sublimé la manière dont ils réalisent ça forcément. Et ça fonctionne vraiment beaucoup. On a des frissons quand on les voit et on n'a jamais été aussi proche finalement des Ghostbusters que quand ils sont pas là et qu'on découvre ce qui reste d'eux finalement, les artefacts, les choses comme ça, comme si on trouvait un trésor enfoui là depuis des années. Et tout ça à travers du coup ce personnage qui est formidable et qui est magnifiquement interprété par Makina Grace, qui est qui va exploser de toute façon. Je l'avais déjà vu dans Handmaid's Tale plus tôt dans l'année, qu'elle avait tourné après du coup Ghostbusters parce qu'elle avait l'air un peu plus âgée, mais il y a un talent fou déjà, on remarque un talent fou chez cette gamine et on sait que voilà, elle va exploser. En tout cas, voilà, beaucoup d'empathie par rapport à ces personnages-là et vraiment ce truc de redécouvrir la mythologie, mais à travers les yeux d'un enfant et comme on l'a jamais vu avant en fait finalement, on n'a jamais été aussi proche et on a l'impression c'est le réalisateur, c'est Jason Reitman et il nous fait partager ce que lui a vécu mais que nous on n'a pas vécu en tant que spectateur. On nous a tout donné comme ça et puis c'était des blagues, de la comédie, des choses comme ça, alors que lui était vraiment sûrement se balader sur le tournage et on a l'impression qu'il nous recrée l'expérience de lui en train de se balader et de voir, lui a pu toucher vraiment les objets qu'ils ont créés pour le film, les voir sous tous les détails. Il a dû être aussi impressionné quand il était enfant de voir ça, de découvrir les jouets de son père finalement, et comme si on découvre ça. Et c'est exactement ça, c'est la sensation là qu'on ressent dans le film, parce qu'on découvre quelque chose qu'on a toujours pris pour acquis, et en fait on l'a jamais vraiment vu ou se toucher ou sentir, et c'est exactement ça qui fait passer et c'est formidable, j'adore. Et du coup c'est pareil, on n'a jamais vu avec autant de détails, que ce soit la voiture, le pack proton, le piège, c'est vraiment cette idée là. Et on retrouve ça aussi chez les personnages, parce que on est plus dans les détails et plus en profondeur, que ce soit pour les gadgets et tout ça, mais aussi les personnages. Les personnages n'ont jamais été autant développés que dans ce film-là. Et c'est vrai que, parce qu'on n'est plus sur blague, effets spéciaux, fantômes, etc. On s'attache beaucoup plus aux personnages, même si on s'attachait déjà avant, parce que les personnages étaient, de par leurs interactions et tout, ça faisait mouche hein, dans le premier Ghostbusters, c'est ça qui faisait son succès aussi. C'était voilà, le caractère de chacun qui faisait la blague. Mais là, on est plus vraiment dans l'intime. Et on va plus en profondeur justement chez ces personnages, dans leur vie, dans les émotions. Voilà, c'est ça, on est plus dans l'émotion. Ce qui est d'ailleurs très ironique quand on sait on se rend compte que tout ça, ça tourne autour de Egon Spengler, qui est peut-être celui qui montrait justement le moins d'émotion dans SOS Fantôme. Et du coup, c'est vraiment les personnages cette fois, c'est le parti pris, c'est que c'est les personnages qui sont au centre, c'est pas les gags, c'est pas les situations avec les effets spéciaux, tous les différents types de fantômes. On est vraiment avec les personnages et c'est ça qui fait fonctionner le film. Parce que si on ne s'attache pas aux personnages, on n'en a rien à faire de ce qui se passe. Et c'est peut-être du coup ce qui s'était aussi mal passé avec le Ghostbusters précédent. C'était le remake. C'est qu'on ne s'était pas attaché finalement au personnage. Mais là, comme ça fait histoire de famille, on a déjà cette idée avec Egon justement. Davantage encore quand on sait que justement Harold Ramis nous a quittés et n'est pas là. Et du coup, il a beau ne pas être là, on sent la présence, c'est Egon, Egon est partout, on sent sa présence comme un fantôme justement, et on sent la présence de Harold Ramis, même s'il n'est pas à l'écran, même s'il n'est pas là, et ça je trouve c'est justement formidable d'avoir fait ça, c'est vraiment un bel hommage.
Et voilà. Après, le film en lui-même, puisque là, on parle des sentiments, de la manière dont c'est présenté, etc. Mais c'est à partir de là, justement. Alors, il découvre un piège, il libère un fantôme, il y a des tremblements de terre bizarres depuis quelques temps. C'est pour ça que Paul Rudd, le professeur de sciences, est dans cette ville. En fait, il balance des films, il balance des films à ses élèves. Et lui, il va faire autre chose dans son bureau pour étudier justement ces trucs-là parce qu'il est passionné par ça. C'est un sismologue et puis il veut vraiment savoir pourquoi est-ce qu'il y a ces tremblements de terre, ça n'a pas de sens, etc. Et du coup, à travers ce personnage, Paul Rudd, forcément, qui était fait pour jouer ce genre de rôle, eh ben, c'est un peu nous en fait, c'est le gars qui n'a pas grand... Enfin moi je m'identifie vachement en étant prof à ce personnage et en plus c'est le gars qui est fasciné un peu partout et puis qui est encore un gamin finalement qui a pas grandi et c'est un peu nous les fans de Ghostbusters depuis des années qui avons du mal à atteindre notre maturité et c'est exactement ça donc il est vraiment excellent et c'est un bon ajout. Et du coup, alors il y a ces tremblements de terre, et puis il y a des manifestations, forcément, il y a des fantômes, il y a des petits trucs un peu comme ça. Les choses commencent à se gâter, et forcément, bah, ça va être les enfants qui vont devoir se retrouver à régler le problème. Hein. Phoebe, la jeune Egon, si on veut, en premier. Et donc on a vraiment une ambiance 80s, encore une fois, hein, c'est l'ambiance qu'on retrouve de ces films des années 80. Les Goonies, E.T., les Gremlins aussi, enfin toute cette ambiance-là où il y a des enfants qui vivent des aventures extraordinaires. Et on retrouve ça, et ça c'est la nostalgie, c'est la rétromania, et c'est ce qu'on aime aussi. C'est pour ça que Stranger Things fonctionne forcément. D'ailleurs, l'acteur de Stranger Things joue le grand frère de Phoebe. Et c'est un peu pareil, on retrouve cette ambiance-là, mais on retrouve Stranger Things, c'est repris directement aussi des années 80. Et donc on revient là-dessus, ça peut déplaire à certaines personnes, moi j'adore, je ne m'en lasse pas, tant que c'est bien fait comme ça. Et du coup, clairement, c'est pas Ghostbusters, ce n'est pas Ghostbusters, ce n'est pas Ghostbusters 2, qui semble d'ailleurs ignoré dans le film. Hein. Les événements de Ghostbusters, le premier, sont mentionnés plusieurs fois. Par contre, Ghostbusters 2, non. La statue de la liberté dans Manhattan, je sais pas, ils en parlent pas, on dirait que c'est jamais arrivé, comme s'ils l'avaient ignoré, un peu comme ils ont fait avec Halloween, où il y a que le premier qui compte, et maintenant le dernier, et que Halloween 2, et 3, 4 années, ça n'a jamais eu lieu. Et là, on a l'impression que c'est un peu pareil, Ghostbusters 2, qui leur avait pas plu même aux acteurs à l'époque, ils étaient déçus du résultat, on dirait qu'ils l'ont effacé. Ce qui est un peu étrange parce que c'est ce qu'on reprochait justement au reboot, au remake avec les filles là, en 2016, c'est de ne pas prendre en compte ce qui s'était passé dans les autres. Et là on se retrouve avec Ghostbusters la suite, oui, mais en fait on se rend compte, est-ce qu'ils ont effacé l'autre? Bon, on verra peut-être, peut-être que non, mais en tout cas c'est l'impression qu'on a ici. Et du coup, c'est beaucoup. Alors, comme je disais, c'est pas Ghostbusters 1, c'est pas Ghostbusters 2, c'est la suite. C'est un nouveau film, donc on n'essaye pas de refaire exactement la même chose. On rend hommage, on fait du neuf avec du vieux. Voilà ce qu'on fait. Et du coup, ça change aussi au niveau du ton et de l'atmosphère. Mais c'est normal, on ne peut pas revenir à quelque chose et refaire exactement la même chose avec. Les gars sont vieux, ils peuvent pas revenir, les acteurs vont pas revenir et refaire exactement ce qu'ils ont fait dans Ghostbusters 1, dans le même style, etc. Ça n'aurait pas de sens. Et si on met des nouvelles recrues, voilà, bah, c'est ce qu'on a ici, hein, un peu des nouvelles recrues, sauf que là ils sont un peu jeunes, mais donc c'est la suite, et c'est un film différent, mais où on retrouve quand même tous ces éléments familiers, et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très bien. Et c'est vrai, la plus grande différence, c'est que c'est pas l'aspect comédie qui est forcément mis en avant. Il y a quand même beaucoup d'humour, mais c'est pas la comédie qui est mise en avant. Encore une fois, je dis, c'est les personnages et c'est cet aspect de mystère, on redécouvre les choses, etc., etc. Et donc, il y a quand même beaucoup d'humour, notamment il y a des personnages secondaires, bah, comme Paul Rudd, justement, qui a toujours un bon humour, un bon timing, qui est excellent là-dedans. On a un gamin,
excellent aussi, qui est... il s'appelle Podcast parce qu'il enregistre tout le temps un podcast. En fait, il documente tout et il a un podcast sur justement les histoires paranormales et des choses comme ça. Et il a vraiment des bonnes répliques. Le jeune est vraiment excellent et c'est lui qui se lie d'amitié avec Phoebe. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment classe. Ça fonctionne très bien, on s'attache vraiment à ces personnages-là et on rigole, même si c'est pas la comédie comme pouvait l'être le premier ou le deuxième film. Et du coup, bon bah on arrive, c'est une lettre d'amour, c'est ça, c'est une lettre d'amour à la franchise de Jason Reitman, du coup, par rapport à ce que comment lui il l'a vécu, et il partage ça avec nous en fait, c'est ça. Je me souviens moi comment c'était de faire un Ghostbusters, d'être au milieu de toute cette folie-là, et voilà moi comment je le ressentais en tant qu'enfant dans les années 80. Eh ben je vous l'offre. Eh ben c'est exactement ça, et ça fait super chaud au cœur, ça fait plaisir à voir. Et c'est sa lettre d'amour à cette franchise, à une époque, à des personnages qu'on adore, et forcément à Harold Ramis. C'est vraiment un hommage à lui. Hein. Le film lui est dédié forcément. Et donc, comme je l'ai dit, on sent quand même la présence pendant tout le film, puisque c'est la famille de Egon, et c'est les Spengler, et c'est génial. J'allais dire, si on peut comparer peut-être le film à un autre film, je dirais que je le comparerais moi au Réveil de la Force, Star Wars épisode 7. Du coup, en fait, c'est exactement ça. C'est pas une révolution. C'est pas une révolution, mais c'est pas non plus un copier-coller. Et on fait, comment on dit, on reprend, c'est un redémarrage de franchise. On reprend ce qui fonctionnait, des éléments qui fonctionnaient dans la franchise, on les réintègre là-dedans pour un nouveau public et pour rappeler aux fans, voilà, on se souvient, et puis voilà, vous aimiez ça, et puis on vous le redonne, mais un peu différemment, mais voilà, c'est l'idée là. Donc on rend hommage, on fait du fan service, bah oui, on fait du fan service, mais ça fait plaisir le fan service quand c'est aussi bien fait. Et on construit quelque chose de neuf. Donc on révolutionne pas, on reprend, on rend hommage. Et on fait quelque chose de bien. À l'image, la bande originale, le score, alors je connaissais pas le compositeur, j'ai même pas retenu son nom, mais il reprend évidemment des thèmes, on retrouve à plusieurs endroits du film, et forcément ça fait sourire. Il se passe une chose, et puis on a les thèmes de Ghostbusters qui reviennent, et ça nous permet justement de se ressentir de nous dans cet univers, de ressentir cette ambiance-là aussi, de l'étrange et de l'inattendu et des choses du genre. Et c'est vraiment excellent. Et alors j'ai dit, c'est vraiment comme le réveil de la force, c'est le réveil justement, si vous voulez, des fantômes, c'est pareil quoi. On revient aux origines, à ce qu'on aimait, et puis on se relance, c'est reparti. C'est comme à l'image de, finalement c'est une métaphore, hein, Ecto One, la voiture, c'est pareil. On a la vieille voiture, on la dépoussière, on remet de l'essence, on la redémarre, et puis on fait un petit tour avec, et ça fait plaisir. Et puis après, voilà, ça appelle forcément une suite. C'est le redémarrage d'une franchise, c'est le redémarrage de Ecto One. Il est temps justement d'aller encore plus loin, du coup, de passer la seconde, d'aller plus loin, là où on n'était pas encore avant, du coup, et de faire, ça y est, maintenant qu'on a relancé, on a redémarré, de faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu avant. Voilà, et c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'on espère pour la suite. En tout cas, comme redémarrage de franchise et comme troisième épisode qu'on attendait depuis des années et des années en tant que fan, je suis pas déçu du tout. Je suis vraiment super content, c'est un des films que j'ai préféré du coup voir cette année. J'avoue, forcément, la nostalgie y est pour beaucoup. Peut-être ceux qui découvrent le film ou qui n'ont pas beaucoup de souvenirs des anciens films, ils n'auront pas la même réaction, c'est clair. Voilà, quand on est fan et qu'on attend ça avec impatience, bon sang, j'ai mis le t-shirt quoi. Et j'ai passé un excellent moment. Et pour ceux qui sont comme moi et qui adorent Ghostbusters, ramenez les mouchoirs parce que la larme elle va partir, c'est sûr quoi. Il y a les frissons, mais il y a la larme qui part, et c'est sûr. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'il continue ça. Pas de spoiler, j'ai pas donné de spoiler, et je vais pas faire de partie spoiler parce que quoique je fais une partie spoiler. Allez, je fais une partie spoiler. Donc allez voir Ghostbusters, franchement vous allez kiffer. En tout cas moi j'ai aimé. Si vous êtes fan de la franchise,
on peut que aimer si on aime bien sûr l'aspect 80s, un peu Goonies, etc., et qu'on accepte l'histoire qu'on nous propose et que c'est pas les 4 Ghostbusters, mais en même temps quel serait le principe de voir des pépés arriver et courir dans New York et chasser le fantôme, ça n'aurait pas vraiment de sens. Du coup, moi je trouve que c'était une super idée, c'est méta, euh, pour moi c'était le meilleur moyen d'aborder, voilà, éventuellement une suite aujourd'hui. Je veux dire 30 ans, 40 ans plus tard, une suite pour cette franchise, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc n'hésitez pas, allez le voir, faites-vous plaisir, n'oubliez pas les mouchoirs. Allez, bye.